Au cœur de la mêlée, bonsoir. Au sommaire ce soir dans notre magazine du lundi, eh bien on va revenir sur Toulouse en quête d'un 6e trophée, une 6e Champions Cup J-5 avant la grande finale. On en parlera bien sûr avec Yohan Uger, Philippe Spanghero et vous les auditeurs. Clermont peut-il être l'invité surprise du top 6? Réponse avec l'un des hommes en forme de cette fin de saison côté clermontois, c'est Joris Jurand qui sera avec nous aux alentours de 20h15. Brive a sauvé sa saison. Le sauveur Pierre-Henri Broncan sera également avec nous en direct. Ce sera à partir de 20h30. Ce sera notre page Pro D2. Et puis Nice, champion national, rejoint la Pro D2 la saison prochaine. On en parlera également à partir de 20h45. 0826 300 300. Vous aussi, comme Yohan Uger, comme Philippe Spanghero, vous êtes les bienvenus sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous. Bonsoir Yohan et Philippe. Et bonsoir Quentin Cabanis. Bonsoir à tous. Bonsoir messieurs. Salut. Voilà, messieurs qui sont bien sûr là pour revenir sur cette 24e journée, on va en parler, mais quand même on va débuter comme on le fait chaque lundi soir par les 3-4 infos à retenir de ce lundi, si on était plus férié ou solidaire, enfin en tout cas on n'était pas trop rugby en ce lundi. Ça arrive, hein, tout le monde peut faire des erreurs. En tout cas ce week-end ce sera la finale de la Champions Cup entre Toulouse et le Leinster, et bonne nouvelle, tous les joueurs majeurs du Stade Toulousain qui vont être laissés au repos lors du déplacement à Montpellier sont évidemment présents pour préparer la finale, et les Toulousains pourront aussi compter sur Blair Kinghorn et Santiago Chocobares pour cette finale. À noter que Toulouse est déjà qualifié pour les demi-finales de Top 14 grâce à son succès ce week-end face au MHR. Le MHR qui devra d'ailleurs au mieux jouer un barrage pour espérer se maintenir. Oyonnax n'est pas encore officiellement en Pro D2, mais le maintien semble déjà impossible. En revanche, le Stade français est déjà qualifié pour les phases finales grâce à sa victoire hier soir face à l'UBB. En Pro D2, Rouen est relégué et Montauban devra jouer un barrage le 2 juin contre Narbonne. Narbonne, c'est le perdant de la finale de National. C'est un match qui avait lieu face à Nice ce week-end, et les Niçois se sont imposés et seront donc en Pro D2 la saison prochaine. Toujours en Pro D2, les barrages opposeront jeudi Grenoble à Dax et vendredi Béziers à Brive. Aix-en-Provence et Vannes, eux, attendent les vainqueurs pour les demi-finales. Et puis la Pro D2 qui signe un record d'affluence cette saison dans les stades avec au moins 1,3 million de spectateurs. C'est 18% de plus que la saison dernière. Des chiffres historiques, et à noter que c'est Vannes la meilleure affluence de la saison en Pro D2. François. Eh oui, j'imagine que c'est ça qui vous émeut un petit peu, qui vous trouble. Des petits bretons, vous qui avez un ça. peu le cœur morbihanais, mon cher un enfant Quentin. du monde. Voilà, tout à fait. On va justement parler de cette 24e journée. Il y avait hier un dernier match qu'on a vécu sur l'antenne de Sud Radio, la victoire du Stade français face à l'UBB 22-18. On va pas la redébriefer, mais enfin la conséquence, c'est qu'elle qualifie quand même directement les Toulousains dans le dernier carré, assurer donc les Toulousains d'être en demi-finale, directement qualifié. Yohan Uger, Philippe Spanghero. Yohan, première réaction, voilà, c'est quand même une bonne opération aussi pour les Toulousains. Très bonne opération, bien sûr, comme tu le dis, pour Toulouse, qui se qualifie directement grâce au Stade français. Mais est-ce que c'est le Stade français qui a gagné ce match, ou Bordeaux qui n'a pas su concrétiser les actions parce qu'il était dominant durant toute la première période? Voilà, les Parisiens ont remis un peu, comme on dit dans le jargon rugbystique, l'église au milieu du village, parce que tout le monde les disait en perdition, et puis ils ont réussi à se sortir du piège bordelais. Ouais, alors est-ce que c'est les Bordelais qui l'ont remis l'église ou pas? Ça, c'est la question qu'on peut renvoyer à Philippe. Tiens, sur ce débrief, mini débrief du match d'hier soir qu'on a vécu en direct sur Sud Radio. Moi, je suis d'accord avec Yohan, c'est un match important pour les Parisiens parce que, en effet, il y avait pas mal d'incertitudes sur leur niveau de forme du moment. Il n'y avait pas cette montée en puissance à l'approche de ces phases finales parce que c'était quasiment sûr qu'ils étaient au moins barragistes à domicile à la vue du plan comptable. Mais là, c'est vrai qu'il y a eu du caractère parce que ces Bordelais, ils ont été, comme le disait Yohan, très dominateurs en première période. Ils ont manqué aussi parfois de réalisme, mais les Parisiens ont été solidaires. Et c'est un match important qui sert Toulouse, qui va leur permettre de se projeter là à fond sur cette finale et puis après de gérer un peu jusqu'à cette demi-finale à direct qui va leur permettre de gérer l'effectif au mieux. Ouais, et effectivement. Réalisme, je sais pas, Philippe, mais de justesse, en tout cas, ça c'est sûr. Les Bordelais, ils ont fait tomber un nombre incalculable de ballons.
ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Sincèrement, ça a été incroyable ce déchet qu'ils ont eu sur cette première mi-temps. 22 ballons perdus dans le jeu courant, 22 ballons perdus dans ce match, 19 dans le jeu courant. C'était la statistique donnée par Yannick Bru juste après ce match, et on va dire que ça l'a bien agacé le manager bordelais, et qui lui aussi a connu les grandes heures de phase finale, notamment avec le Stade Toulousain. Voilà la transition toute donnée, parce qu'on accueille Cédric, qui est un supporter du Stade Toulousain, voilà, qui nous appelle de Castelnau-Estreux-Trefond. Salut Cédric, merci d'être avec nous. Salut, bonsoir à toute l'équipe. Voilà, vous serez à Londres, hein, tu seras à Londres pour la finale des Toulousains, c'est samedi dans 5 jours, donc au Tottenham Stadium, enfin je sais pas comment on dit, mais en tout cas le stadium de Tottenham. J-5, 14h45 heure locale, 15h45 heure française, la finale qu'on vivra en intégralité sur Sud Radio. Cédric, t'es prêt, t'es chaud, qu'est-ce que tu fais toi en semaine de finale de Champions Cup? Ah ben, on se prépare, on essaye de voir tout ce qu'on peut faire là-bas, de profiter un maximum, voir si le stade va organiser quelque chose de là-bas, peut-être avant le match, avec des rassemblements ou quoi que ce soit. On va essayer de se renseigner un petit peu sur tout. Bon, tu pars la veille ou le jour même? Ouais, on part le vendredi soir de Bordeaux. Voilà. Ils se mettent au vert. Voilà, pareil. Ouais. Voilà, et oui, il faut toujours partir de Bordeaux, hein, parce que c'est quand même des aéroports plus sûrs. Non, je plaisante. Johan, semaine de Champions Cup, toi tu l'as vécu avec ton équipe, ton club. Voilà, comment ça se passe? Parce que j'ai l'impression, comme ça de l'extérieur, qu'on se met un peu dans une petite bulle, et que il y a toute une tradition, un protocole un peu toulousain. Oui, semaine de finale, c'est tout un protocole qui se met en place dès le lundi, c'est-à-dire qu'on ferme un peu tout, on reste entre staff, joueurs, élargi, et tout le monde travaille dans le même sens, que ce soit l'administratif, les joueurs, le staff, et puis ça monte en pression et en régime au fur et à mesure de la semaine. On va dire que jusqu'au mercredi, c'est assez paradoxal, jusqu'au mercredi, c'est très studieux, et puis après, d'une fois qu'on a vu et revu tous les lancements, ça devient plus cool, plus light, et voilà, c'est place au jeu, et place surtout à se créer des souvenirs. On sait que les Toulousains adorent les finales, on sait que le club adore les finales, donc on n'a plus rien à perdre. On sait que psychologiquement on est un peu au-dessus un peu de tout le monde. Philippe Songuero, t'as une petite casquette un peu sport business dans la team Sud Radio. Enfin, t'as plein de casquettes, mais quand même, celle-là, qu'est-ce qu'elle rapporte au club, cette finale? Voilà, et la différence entre un succès et une défaite en finale à Londres. En direct, elle rapporte pas mal, parce qu'en fait, il y a des revenus qui sont redistribués aux équipes françaises par la Ligue sur la performance dans les compétitions européennes. Et comme les Toulousains sont les seuls à être en finale de cette compétition, ils peuvent attendre, j'ai pas les chiffres précis, mais je crois que c'est un peu moins d'1 million d'euros quand même de revenus qui proviennent de la Ligue, par ce que le PCR donne à toutes les ligues professionnelles à reverser ensuite. Ça, c'est en direct. Et puis en direct aussi, il y a les primes de sponsoring sur la réussite. Il y a beaucoup de gros sponsors qui ont une partie variable dans la rémunération sponsoring à l'année sur la performance, ce qui est normal puisqu'il y a une exposition supplémentaire, il y a des leviers de communication qui sont optimisés. Et donc ça c'est ce qu'on peut attendre en direct. Sur les sponsors, j'ai pas d'idée précise, mais je pense que toute prime cumulée, le Stade Toulousain doit pouvoir attendre entre 150 et 200 000 euros en plus, donc ça fait quand même plus d'1 million d'euros en direct. Et puis derrière ça, il y a tout l'indirect, c'est-à-dire qui sort du cadre de la finale en elle-même, mais qui est associé, c'est-à-dire tout le merchandising, parce que le Stade Toulousain est devenu une machine de guerre d'un point de vue du merchandising, avec des chiffres qui sont des chiffres qui peuvent s'apparenter à ce que font les gros clubs de foot français aujourd'hui, en excluant le PSG. Aujourd'hui, Philippe, tout club confondu, le Stade est 3e en merchandising derrière le PSG, Marseille, et ils sont juste devant le Lyon. Ouais, mais de toute façon, ça rejoint la valeur de la marque. Au-delà du merchandising seul, il y a un classement qui a été fait sur la valeur de la marque.
Et en effet, le Stade Toulousain est 3e, tout sport confondu, derrière le PSG et l'OM. Donc voilà, en indirect, il y a le merchandising et puis il y a surtout cette dynamique qui se renforce pour la saison prochaine, puisque la campagne d'abonnement et de partenariat a déjà commencé au Stade Toulousain. Et puis quand on voit à quel point les places sont chères, il y a la rareté qui a été générée par ce stade Ernest Vallon, qui finalement est un stade petit par rapport à la demande. Le Stade Toulousain peut de moins en moins délocaliser parce que le TFC a des contraintes aussi qui font que c'est moins simple. Et donc, il y a cet engouement sur les renouvellements de partenariats et de billetterie qui sont forcément hyper bénéfiques au club. Donc voilà, entre le direct et l'indirect, c'est forcément une très bonne nouvelle, sans compter ce qui se passera derrière en top 14. Ouais, et Cédric, toi qui suis ton équipe du Stade Toulousain, tu seras à Londres pour la finale. Bon, il y a quand même des petits enjeux aussi de composition d'équipe, là. Est-ce que tu penses, par exemple, que l'équipe très remaniée qu'il a emporté brillamment à Montpellier samedi, eh ben, il peut y avoir des surprises, on va dire, au moins sur la feuille de match, sur le banc des remplaçants, ou peut-être même au centre, je sais pas, Barassi, ou, voilà. Est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs qui peuvent faire un peu douter Hugo Mola? Douter Hugo Mola, non, mais je pense que ceux qui étaient déjà, comme Mathis Ferreira ou Arnold, risquent à être sur le banc des remplaçants encore une fois pour la finale, comme ils l'ont été pour la demi-finale. Après, si l'équipe a été mise un peu dans un cocon depuis une semaine, voire 2 semaines pour certains, comme Dupont, comme Intermac, voilà. C'est pour les prémunir pour cette finale. Donc je pense que non, il n'y aura pas de grosse surprise, surtout que Choco Barès sera normalement, pourra postuler pour être sur le banc puisque son exclusion a été réduite, donc je pense non, on verra pas de grosses surprises. On verra pas de grosses surprises. Johan, moi je me souviens quand même que Hugo Mola, dans sa conférence de presse d'après-match, d'après demi-finale, a dit que ça sera sans doute pas la même équipe que celle qui a joué la demi-finale. Ouais, c'est vrai, ça a choqué un peu tout le monde. Et il nous l'a dit, il nous l'a dit au micro de Sud Radio le lundi soir. Ouais, mais je pense que c'était pour mettre un peu tous les joueurs sur le qui-vive. Mais il n'est pas très adepte de grands changements à l'approche d'une finale. Alors peut-être sur le banc, je verrais plus Barassi à la place de Choco Barès, qui lui peut couvrir un peu plus de postes derrière. Le petit Brennan aussi, qui risque de rentrer. Donc voilà, parce qu'il peut couvrir seconde ligne, troisième ligne également. Voilà, mais il y aura pas de changement. Je pense que Thomas va démarrer et Blair Fingers va décaler à l'aile. Info Sud Radio. Et Pardon François. T'as pas d'interrogation sur la titularisation de Paul Coste au centre, même si Barassi manque un peu de rythme? Non, tu peux pas. Qu'est-ce que tu veux expliquer au petit qui peut pas jouer une finale alors qu'il a été monstrueux en demi-finale? Non, mais bien sûr, mais c'est une interrogation. Après, on a l'impression quand même que Julien Marchand. Mais tu as raison. Tu as raison, Philippe, sur Barassi, hein. Parce qu'il a souffert quand même sur la densité physique sur la demi-finale, Paul Coste. Donc est-ce qu'il va être ciblé sur une finale, parce qu'on sait que le Leinster a cette faculté-là. Donc on va voir. Ouais, ça tape très fort au milieu du terrain. C'était moi l'attente principale que j'avais sur la composition d'équipe. Mais je suis d'accord avec toi. C'est vrai que dans la philosophie, c'est difficile de le sortir vu sa prestation. Mais Barassi amènerait peut-être un peu de garantie sur la densité au milieu du terrain. Eh ben moi c'était un peu le sens de ma question, parce que voilà, on s'était pas consulté avec Philippe, mais j'avais effectivement le même point d'interrogation, plus par rapport à la jeunesse et l'inexpérience de Paul Coste que par rapport à sa performance à proprement parler, qui avait été quand même assez brillante contre les Harlequins en demi-finale. Cédric, ton pronostic quand même, parce qu'en face c'est le gros morceau, on veut dire même que c'est un peu la bête noire du stade, ce Leinster là qui a pas été brillant en demi-finale, mais enfin qui souvent contre les Toulousains ces dernières années, ils en ont mis 40 hein. Oui, c'est sûr, mais bon, c'est clair qu'on se fait soit éliminer, soit en demi, soit en quart par eux. Mais bon, cette année on est en finale, on a quand même une équipe, on a un banc qui est plus que profond, donc normalement ça devrait le faire, j'espère. Bon, après ça va pas être un match facile, ça devrait le faire d'aller, si je dois faire un pronostic 30-25, on dira.
Voilà, un beau match en tout cas. Un bon match qu'on vivra sur Sud Radio. Ce sera une émission spéciale samedi après-midi, 15h45, le coup d'envoi heure française. Merci Cédric d'avoir été avec nous et de nous avoir appelé au 0826 300 300. Allez, le Stade Toulousain bien évidemment, et bonne finale à Londres. À bientôt sur notre antenne. Merci Cédric. Merci à vous, bonne soirée. Allez, dans un instant, on va revenir au top 14, à ce qui s'est passé ce week-end. On va parler notamment de ce renouveau clermontois incarné par Joris Jurand qui est avec nous dans un instant. C'est notre invité. Voilà, Clermont peut-il faire le coup et intégrer le top 6 dans cette fin de phase régulière? On va en parler dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Avec vous les passionnés de rugby, c'est lundi soir et si vous êtes sur la route de retour de ce long week-end, eh bien bienvenue, on parle rugby, c'est le MAC du lundi pour revenir sur l'actualité du week-end et se projeter sur le week-end prochain. Avec nous notre invité Joris Jurand, l'ailier de l'ASM de Clermont et l'un des héros de cette fin de saison. Bonsoir Joris. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en direct. Voilà, après quand même une belle victoire bonifiée face à Castres pour l'ASM, c'était 36-20 de mémoire, et Clermont qui donc revient à 1 point de la 6e place. Voilà, c'est on va dire qu'on a eu l'impression que vous êtes passé un peu par toutes les couleurs dans cette saison, mais il y a peut-être aussi une belle couleur qui peut éclairer votre fin de phase régulière. Là, vous y pensez entre vous? Bien sûr, c'est quelque chose à laquelle on pense. Voilà, on est à 1 point, on sait qu'il reste 2 matchs, donc on va jouer notre carte à fond, on va préparer Toulon sérieusement pour jouer à 8e de finale, et puis on verra bien ce qui se passe. Voilà, ensuite il y aura la réception de Montpellier en 26e journée. Yohan Huget est là, j'imagine que quand on est ailier et qu'il y a Yohan Huget, bon, on a forcément envie un petit peu de se parler entre ailiers, Philippe Spanghero également, mais Yohan peut-être pour Joris. Ouais, salut Joris. En tout cas, félicitations pour tes 2 performances, que ce soit en finale, tu nous as régalé. Et surtout, demi-finale. En demi, pardon. Et surtout le week-end dernier. Donc, comment tu as réussi à te remettre, parce que collectivement c'était compliqué, et toi, voilà, tu tires le collectif vers le haut avec tes performances. Quels ont été tes leviers pour redresser cette demi-finale? Vous a fait beaucoup de bien, j'ai l'impression. Ouais, cette demi-finale, elle a été un peu compliquée parce que on est vite mené au score, et derrière on arrive à bien reprendre le score. Alors moi je fais pas grand-chose, hein, c'est Yato qui fait 3/4 du boulot, et après voilà, on est dans le match, et après il y a ces actions qui nous coûtent le match, je dirais, parce que c'est litigieux, et voilà, mentalement il fallait passer un cap. Et puis à titre individuel, je suis content de pouvoir aider l'équipe. Hein. Peut-être t'as joué un poste d'ailier, donc tu sais qu'on aime marquer, et voilà, c'est quand même assez positif. Philippe. Ouais, Joris, bonsoir. Alors pour rebondir sur ce que disait Yohan, c'est vrai que on a senti paradoxalement, malgré la défaite et le scénario, que ça vous avait fait du bien. Il y avait eu ce match contre l'Ulster. Déjà, d'abord, on avait senti que collectivement, vous aviez su élever votre niveau. J'imagine que c'est rassurant, parce qu'en championnat, c'était plus en dents de scie. L'objectif affiché, c'était le top 8, mais l'appétit vient en mangeant. Est-ce que vous avez dans un coin de la tête que ça va se jouer sur cette réception de Montpellier? Finalement, le scénario de Montpellier est plutôt favorable, parce que et je pense qu'ils vont se focaliser sur l'Access Match qui aura lieu juste après. Donc, est-ce qu'ils vont mettre toutes les armes dans la bataille chez vous? Donc, est-ce que vous dites c'est les matchs les uns après les autres, et on va essayer d'aller faire le coup à Toulon d'abord, même si c'est pas facile, ou est-ce que on met pas une croix sur Toulon, mais on se focalise sur cette dernière réception qui va décider du sort, quoi? Non, je pense vraiment qu'il va falloir faire un coup à Toulon, parce que même si Montpellier, je sais pas s'ils vont venir avec une équipe remaniée, parce que je connais quand même Patrice Colazo, ça m'étonnerait. Mais ce match à Toulon, il est important, parce qu'à mon avis, avec 4 ou 5 points, on passera pas. Donc il en faudra minimum 1, voire plus, pour arriver à passer. Ouais, Joris, de façon un peu plus large, toi, sur ton parcours perso, comment on a l'impression que quand même, voilà, cette saison, elle confirme un peu. Tu étais à Brive, mais t'as eu une drôle de trajectoire, on va dire, un petit peu atypique, et t'as l'impression toi aussi personnellement d'avoir franchi un cap. Ouais, c'est vrai que mon parcours, il est pas commun. Je viens du niveau un peu amateur. Je joue en première série, en réserve de Fédéral 2, en Fédéral 1.
c'est sûr que c'est pas commun. C'est sûr que de me dire, il y a 10 ans, on était champion de première série avec mon club, et là, le même jour, j'ai joué une demi-finale de Coupe d'Europe. Donc c'est quand même un moment qui a été incroyable à titre individuel. Mais voilà, c'est vrai que franchir un cap, je sais pas, enfin, en tout cas, mentalement, je me sens bien, physiquement aussi, et je pense que ça se ressent sur le terrain, et voilà, c'est positif et pour l'équipe et pour moi. Et justement, c'est quoi le secret de l'itinéraire bis? Voilà, comment on peut faire? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir plein de jeunes qui parfois sont en échec dans les filières classiques. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil? Voilà, il faut jamais lâcher? Ouais, je pense jamais lâcher, aussi avoir ce petit brin de chance, quoi. J'ai eu la chance d'aller à Aix et d'être lancé par Marc Delpoux en Fédéral 1, et derrière j'ai eu la chance d'être opéré par Montpellier, le directeur du centre de formation Jean-Philippe Lacoste. Et voilà, et après ça a été un concours de circonstances et d'opportunités. Avec les espoirs, on a joué fin contre Brive, et là Jérémy Davidson m'a contacté le soir même du match pour me recruter pour l'année d'après, et finalement ça s'était fait direct. Donc ouais, c'est toujours y croire et ne pas s'arrêter à une idée fixe. Voilà, c'était qui tes références, toi, quand tu étais encore dans les séries inférieures là, avant, voilà, que les ailiers que tu regardais? Bah, il y avait Johan, il y avait Roro aussi, Rougerie. Il y avait un paquet, voilà, il y avait Vincent Clerc, il y avait un paquet de mecs que j'adorais regarder et que je trouvais incroyables. Bon, et t'as pris quoi de Johan? De Johan, pas grand-chose. Hein. je me permettrai pas de dire que j'ai pris quelque chose de lui, mais on s'est affronté, il me semble, 2 fois quand il jouait à Toulouse et moi à Brive. Et c'était une super expérience. Et voilà, on essaie d'apprendre des plus grands, on a regardé les matchs. Et puis voilà. Moi, j'ai cru que t'allais dire son en tout cas, le gel dans les cheveux ou un truc comme ça, tu vois, mais non. De suite, François. Mais en tout cas, non. Joris, c'est quelqu'un de très costaud déjà, mais il a cette capacité à aller très très vite. Et ça fait partie des joueurs qui sont assez complets. Il peut jouer à l'arrière, il peut jouer à l'aile. Donc voilà, il fallait toujours être sur l'eau qui vive. C'était un jeune fougueux, et il fallait faire attention parce qu'il était capable de tout. Et je vois qu'il en a encore sous la pédale. Donc j'espère qu'ils vont se qualifier et qu'il va amener clairement encore un peu plus haut. 28 ans, Joris, tu rêves du top 6? Bien sûr, je savais qu'avec Brive, ça allait être un peu compliqué le top 6. Quand je suis arrivé à Clermont, c'est vrai que je me suis mis à rêver, et au fur et à mesure de la saison, je voyais que ça allait être un peu compliqué. Et là, c'est vrai qu'on se remet à rêver parce que voilà, on a tous regardé un jour les phases finales à la télé, et on a envie de les vivre. Est-ce que j'ai une question pour Joris? Est-ce qu'il y a un match où vous dites, parce que vous avez perdu quand même pas mal de points en route, celui-là il fait quand même entre guillemets un peu chier à la fin, parce que sans celui-là on aurait pu être qualifié tranquillement, quoi? Ben, le premier qui me vient en tête, c'est le match nul contre Oyonnax où on fait 15-15 et il tombe des cordes, et voilà, quand on prend la dernière pénalité sur la mêlée et que l'arbitre 2 jours après nous dit qu'il n'y a pas faute, c'est vrai que c'est quelque chose de frustrant, parce qu'avec 2 points de plus, on s'est dit que là on pourrait être 6e, et après j'en passe, parce que voilà, on perd des matchs à domicile, on perd Bordeaux à la dernière minute, on perd contre une équipe de Toulouse qui a été encore incroyable ce week-end, mais voilà, on perd ce match aussi qui est dommage, on prend un carton rouge très vite. Donc voilà, on fait match nul au Stade Français à la dernière minute. Donc voilà, là c'est bien parce qu'on arrive à gagner les fins de match depuis 2-3 matchs, donc c'est positif pour nous. Philippe, une dernière question pour Joris Durand ou un encouragement, hein, enfin voilà. Mais un encouragement, un dernier mot. Une belle fin de saison. C'est vrai qu'on sent que c'est clairement en reconstruction, mais qui gagne en sérénité au fil de la saison. On voit ces joueurs, on en parlait avec Christophe Furios, il y avait ce besoin de leadership, de joueurs cadres, et puis on sent que de jeunes joueurs prennent aussi leurs responsabilités, et donc j'ai l'impression un nouveau cycle qui démarre avec la patte Christophe Furios qui a réussi à mettre en place son vestiaire tel qu'il l'avait en tête, je pense, depuis son arrivée. Ouais, Joris, peut-être juste un dernier mot sur ce point quand même, parce que c'est vrai que Christophe Furios nous a parlé parfois qu'il trouvait que les jeunes n'étaient pas assez leaders, etc. Et on a l'impression que depuis cette finale perdue, il y a quelque chose qui a changé. Voilà, c'est vous aussi ou pas? Je sais pas si quelque chose a changé. En tout cas, les jeunes, que ce soit Baptiste Jonot, que ce soit Léon Daré-Carrière qui fait une saison incroyable. Franchement, les jeunes à Clermont, ils sont là, et on l'a vu encore sur le match de
de Perpignan où on avait un banc soi-disant réserviste et on voit que c'est le banc qui nous fait gagner le match. Donc à Clermont, les jeunes ils sont là, ils le prouvent avec l'équipe Espoir, ils sont deuxième de leur poule, ils sont pratiquement qualifiés. Donc voilà, l'ASM essaie de redevenir le club qu'il était avant et voilà, on y travaille, que ce soit nous l'équipe professionnelle ou que ce soit l'école de rugby ou les plus jeunes. Et voilà, on essaie de redorer ce blason qui est très important ici dans la région de Clermont. Ouais, avec ce merveilleux public, et on vous souhaite une belle fin de saison. Merci Joris Durand d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. C'était un vrai plaisir de vous avoir et on vous souhaite une bonne fin de saison, un bon déplacement dans 2 semaines à Toulon pour ensuite recevoir Montpellier. Excellente soirée sur Sud Radio si vous nous rejoignez. On se retrouve dans un instant. On va parler de Brive et de la Pro D2. À tout de suite. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée avec Yoann Huget, Philippe Spanghero, toute l'équipe Sud Radio et vous les auditeurs au 0826 300 300. Vous êtes les bienvenus dans ce mag du lundi, ce mag qui débriefe le week-end et qui revient aussi sur la Pro D2. Pour en parler avec nous, Pierre-Henri Broncan, notre invité, l'entraîneur du CA Brive. Brive qualifié pour les barrages et donc Pierre-Henri, entraîneur, j'imagine, soulagé, entraîneur sauveur. Salut Pierre. Bonsoir à tous, merci. Sauveur, ça te va comme qualificatif ? Ça fait d'Artagnan, c'est bien. Voilà, c'est ça, c'est ton petit côté gersois. Mais c'est vrai que je repensais à toi en voyant les dernières secondes de ce match et de ce multiplex, en écoutant bien sûr Sud Radio, mais en voyant les images, je me disais, t'as quand même vécu ces derniers mois, c'est un truc de fou entre la Coupe du Monde, l'Australie et en plus des soucis personnels. Voilà, c'est pas le propos ici, mais c'est pour dire que les derniers mois ont été quand même assez fort en intensité et en émotion. Hein. Oui, ça a été assez fort. C'est pour ça que c'est sûr que les dernières secondes de la rencontre contre Biarritz et l'obtention de la qualification à la 83e minute, 2e minute, ça fait du bien. Et c'est vrai qu'on a la chance dans le sport de vivre des émotions comme ça. Alors des fois elles sont malheureusement moins heureuse, mais là, vendredi soir, c'était un bon moment de bonheur qu'on a partagé bien sûr avec notre public qui était venu en nombre. Et maintenant, on se tourne déjà sur le barrage. Oui, ce barrage, on va en reparler. Yoann Huget, pour Pierre-Henri Broncan quand même, c'est cet épilogue. Voilà, je le disais, c'est le sauveur, mais c'est vrai quand même, c'est le sauveur de Brive. Brive, ils étaient pas bien au mois de novembre. Ouais, ils étaient tout à fait. Salut Pierre. Déjà félicitations parce que vous étiez vraiment allés se la chercher. Victoire à Vannes et victoire contre Biarritz qui était venu faire un coup, on le savait. Mais j'avais juste une question. Pourquoi en conférence après Vannes, tu dis c'est une saison une sorte de gâchis? T'étais pas content, j'ai l'impression, après cette victoire à Vannes. Ouais, c'est un gâchis parce que au vu du budget du club, au vu des infrastructures, et au vu de la qualité de l'effectif, je trouve que c'est un gâchis cette saison parce qu'on a été inconstant. On a eu une saison où nos joueurs n'ont pas toujours combattu sur le terrain. On a lâché des matchs, j'ai trouvé. On a lâché des rencontres qu'on dominait parfois et où on s'est écroulé mentalement. Mais parce que aussi c'est un groupe qui se construit, qui trouve maintenant un peu plus de cohésion, je trouve. Et on est un sport vraiment tu le sais bien, de solidarité, de cohésion et de complicité. Donc on n'en avait pas et on est en train d'en avoir un peu plus, je dirais. Philippe Spanghero. Et si, juste une dernière, si vous montez, du coup, elle sera plus gâchée cette saison. On en est très loin. On va commencer par se concentrer par Béziers, puisque la dernière fois qu'on a été à Béziers, on s'est quand même bien fait secouer, donc on va se concentrer par le match de vendredi soir à Béziers. Voilà, il y a du bon sens gersois dans tout ça. De l'expérience. Voilà, et de l'expérience. Philippe pour Pierre-Henri Broncan.
Ouais, Pierre-Henri, d'abord bravo, parce qu'en effet c'est vrai que le challenge était compliqué, parce que c'est après quelques mois de galère, c'est vrai qu'on voit à quelle vitesse on peut décrocher dans ce championnat, et c'est ma question. Quel regard tu portes sur la densité de ce championnat? On est surpris parce que l'épilogue là de vendredi dernier, il est assez incroyable. Il y a aucune équipe qui a décroché jusqu'à la fin. Tout le monde pouvait se maintenir ou être barragiste, et c'est vrai que ça impressionne de voir cette densité, et aussi le fait que quand il y a l'Access Match, les équipes de Pro D2 rivalisent vraiment. Quel est pour toi le vrai niveau de cette Pro D2? Et est-ce que, la deuxième question, c'est est-ce que c'est selon toi la plus grosse richesse du rugby français, puisqu'on voit qu'on est le seul pays au monde à être capable d'avoir 30 clubs avec ce niveau moyen professionnel? Voilà, la densité, elle est dans les deux divisions professionnelles en France, hein, autant le top 14 que la Pro D2, on le voit bien. Après, on est le seul pays, oui, dans le monde à avoir une deuxième division professionnelle aussi riche, je dirais. Mais parce que le rugby français est très riche, les clubs français sont très riches aujourd'hui. Mais la Pro D2, elle a énormément évolué aussi. C'était une Pro D2 qui était semi-amateur il y a quelques années, et qui est devenu complètement professionnel aujourd'hui, et les clubs s'équipent, les clubs travaillent bien, les centres de formation sont énormément développés en Pro D2 aussi, et puis de nombreux jeunes ont compris que c'était un vrai tremplin pour eux de passer par ce championnat pour ensuite atterrir dans les plus gros clubs français, et pour finir en équipe de France pour la plupart, hein. D'ailleurs les joueurs de l'équipe de France aujourd'hui sont passés par la Pro D2, donc voilà, c'est une très bonne chose à la sortie du championnat Crabos, des moins de 18 ans, du championnat Espoir, où c'est toujours un peu difficile, mais de tremplin pour le top 14, c'est souvent la Pro D2, et tant mieux pour les clubs de Pro D2, ça leur permet d'avoir des jeunes joueurs de qualité, comme nous on peut avoir d'ailleurs à Brive aujourd'hui, et tant mieux pour le rugby français, parce qu'on a quand même ce top 14, on a la Pro D2, mais bon, vous avez vu la nationale, c'est un très bon championnat aussi en dessous, qui là aussi se professionnalise, et là aussi la densité des équipes est impressionnante aussi. Il y a un barrage qui arrive donc face à Béziers, l'équipe de Pierre Caillé. Tu disais, Pierre, qu'il y avait eu un déplacement un peu difficile là-bas. Est-ce que c'est un peu comme une nouvelle saison qui démarre, et comment toi, en termes de management, tu vas orienter ton discours auprès de ton équipe? Eh bien, écoute, oui, c'est un match de phase finale. Donc c'est un match de phase finale, c'est un match qui sera serré, où la discipline va être primordiale. On a la chance d'être arbitré par un arbitre top 14 sur ces matchs de phase finale. On a la chance d'être suivi. On aura beaucoup de monde dans un stade chaud de la Méditerranée, Raoul Barrière maintenant d'ailleurs, puisque les Biterrois, c'est une phase finale pour eux, et c'est un pays de rugby également. Voilà. Et nous, écoute, on va partir mercredi, on va se mettre 2 jours au vert ensemble, et on va passer 2 jours à être focus vraiment sur cette rencontre, à partager des bons moments aussi ensemble, parce que je répète, on aura besoin énormément de solidarité sur la pelouse vendredi soir, et on a besoin de se créer un peu des bons moments ensemble avant cette rencontre. Ouais, c'est vrai que ça fleure bon quand même les grosses affiches. Il y avait une finale Béziers-Brive il y a très très longtemps, mais qui avait été assez marquante. Est-ce que tu sens tes joueurs légers, soulagés d'être qualifiés, ou un peu plus tendus encore par cet enjeu-là? Être léger, ce serait le plus gros danger qu'on aurait aujourd'hui, parce qu'on est un sport de combat, et qu'il va falloir quand même combattre énormément maintenant soir. Donc tant mieux si on est un peu tendu, et voilà, on peut pas s'arrêter vendredi, comme Béziers veut continuer également. Donc c'est ça qui est emmerdant dans les phases finales, parce que tout le monde a envie de gagner. Donc voilà, donc c'est la problématique du rugby très souvent. Il y a toujours 2 équipes qui veulent gagner. Écoute, nous on va se préparer de notre côté. On va bien se resserrer, et ensuite il faudra être tendu parfois sur le terrain, parfois il faudra être léger. Il faudra être surtout léger avec l'arbitre, ne pas trop lui parler en phase finale, pas trop concéder de pénalités idiotes, parce que ça va se jouer à rien. C'est ça les matchs de phase finale. Donc on va s'appuyer également sur, on a les très jeunes, on a les très jeunes de 19 ans, mais on a quelques joueurs d'expérience aussi, donc on va s'appuyer sur ces joueurs-là.
Bon, et bien sûr, on le souhaite. On rappelle que le vainqueur retrouvera Vannes potentiellement en demi-finale de Pro D2. Johan, peut-être un petit mot quand même avec Pierre sur aussi cette période de phase finale. Vous en avez vécu ensemble, et peut-être que vous pouvez, tu peux peut-être, je sais pas, un petit mot sur le sujet. Je me suis enlisé. Ouais, mais je trouve que sur l'histoire qu'a Béziers et Brive actuellement, Brive va se déplacer avec. Alors, il y aura pas peut-être ce petit air de revanche, mais ils ont quand même. Je trouve, on n'a pas reconnu l'équipe de Brive quand ils sont déplacés à Béziers. Ils ont baissé un peu de la garde, je trouve. Et donc là, c'est un super levier pour les joueurs de redorer le blason briviste, un match éliminatoire à Béziers. Donc l'histoire, elle est là, et je suis sûr qu'ils vont faire un super match. Ils seront pas loin de s'imposer. J'espère. Ouais. Bon. Je l'espère. On te le souhaite en tout cas. Et semaine aussi de finale pour Toulouse. Je sais que tu as toujours un œil sur toute l'actualité du rugby, et aussi sur le Stade Toulousain où tu as passé quelques belles années il y a quelques temps. Comment tu la vois toi, cette finale, en tant qu'avec ton œil acéré, Pierre-Henri, à 5 jours de ce Toulouse-Leinster? C'est vraiment les deux plus grosses équipes européennes qui se rencontrent. Ça va être un super match. Là, ça va être un match d'une intensité incroyable. Après, je pense que les Toulousains sont vraiment mûrs aujourd'hui, matures. C'est pas quelques joueurs qui sont matures, c'est pas une équipe qui est mature, c'est tout un club. On le voit bien. Ils mettent leur équipe bis, dire entre guillemets, à Montpellier. Ils s'imposent ce week-end. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont tout pour réussir, et je pense que voilà, il y a quelques joueurs français qui ont pas été champions du monde en novembre. Je pense que ces joueurs-là vont avoir à cœur d'être champions d'Europe, et certainement de devoir faire un doublé puisqu'ils en ont les capacités. En tout cas, bon, c'est un France-Irlande un peu entre guillemets. Voilà, les Irlandais ont bien préparé le match, puisqu'on sait très bien qu'ils ont des moments un peu de récupération dans leur championnat celte. Mais les Toulousains ont fait la même chose le week-end dernier, en reposant leur cadre, ne les alignant pas à Montpellier. Donc voilà, je pense que ça va être un match très équilibré. Là aussi, ça va se jouer à rien en détail, mais je vois les Toulousains gagnants samedi. Philippe Spanghero, peut-être un petit mot, un dernier mot avec Pierre-Henri? Non, mais enfin, je suis plutôt d'accord avec lui. C'est vrai que là, je sais pas ce qu'il en pense, mais je sens le Leinster un peu moins dominateur que les saisons précédentes. Alors, j'ai du mal à l'expliquer. Peut-être que l'effectif est un peu vieillissant, même si ces joueurs composent encore majoritairement l'équipe d'Irlande. Je sais pas quel regard il porte sur cette équipe, que je trouve un peu moins dominatrice sur la scène européenne que les années précédentes. Ouais. Bon, ils ont pas fait un grand match en demi-finale contre Northampton. Après, il y avait quelques absents aussi. Je crois que là, ils vont être quasiment complets. Après, voilà, faut se souvenir quand même que pendant le tournoi destination, on a quand même, l'équipe de France avait énormément subi contre cette équipe irlandaise. Donc, ça, c'est le danger, mais voilà, je pense que oui, peut-être que quelques joueurs ont vieilli au milieu, et puis après c'est une équipe qui est habituée à gagner. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu fais un peu moins d'efforts quand tu gagnes trop, je ne sais rien. En tout cas, je pense surtout que c'est les Toulousains qui ont une maîtrise de leur rugby aujourd'hui. C'est exceptionnel, quand même, vraiment. Quand tu vas jouer le Stade Toulousain aujourd'hui, tu te régales. Et t'as envie de jouer comme eux. Bon, c'est un peu plus dur de jouer comme eux, mais voilà. Mais en tout cas, on sent bien que vous connaissez tous les joueurs qui composent cette équipe. Il y en a pas un à sortir, même si Antoine, c'est le meilleur joueur du monde, mais devant, ils ont un paquet d'avant qui est quand même très très fort, très très costaud, et puis ils ont tellement de qualité que, bon, je sais pas qui va être aligné ce week-end, mais il y a des joueurs qui vont se retrouver sur le banc ou hors du groupe, qui sont des joueurs de très très haut niveau, donc c'est pareil en face au Leinster, mais le Stade Toulousain a cette année vraiment un effectif très très dense. On parlait de densité tout à l'heure.
Tout le monde a de la densité en Pro D2 top 14 et t'es au-dessus, t'as le Stade Toulousain. Donc tu vois, imaginez, c'est quand même extraordinaire. Toi, tu connais bien le fonctionnement d'Hugo Mola. Voilà, est-ce que tu penses qu'il y aura des petites surprises? Parce qu'il a communiqué un peu après la demi-finale en disant qu'il y aurait sans doute une équipe qui serait différente. Voilà, est-ce qu'il y aura Ramos, pas Ramos titulaire? Est-ce qu'il y aura toujours Paul Coste au centre? Quel est ton regard? Parce que si je te pose une question sur ta compo de Brive pour le déplacement à Béziers, tu me donneras pas d'infos. Mais en revanche, sur Toulouse, tu vas m'en donner, Pierre. J'en ai pas d'infos. J'en ai pas, mais après je sais que Hugo se trompera pas. Hugo, il est comme tout entraîneur, il fait des équipes pour gagner les matchs. Donc moi j'ai entièrement confiance en Hugo Mola. Après c'est dommage parce que je voulais te donner ma compo d'équipe, mais comme vous la voulez pas, je vais la garder. Mais ça c'est ma dernière question, Pierre. C'est la suivante. C'est trop tard. Non, mais écoute, vraiment, en tout cas, on est content d'avoir un club français encore une fois en finale, capable d'être champion d'Europe après La Rochelle. Voilà, on aurait pu avoir même 2 clubs français, mais bon, c'est comme ça. Mais ça va être, je répète, ça va être une super finale. Et je pense que, tu sais, après le banc, être sur un banc aujourd'hui, c'est pas non plus quelque chose. Aujourd'hui, ça se joue vraiment à 23. On voit bien l'importance justement du banc. On appelle ça les finisseurs ou ce qu'on veut maintenant. Mais voilà, parce que vraiment, c'est stratégiquement, il y a aussi des joueurs qui sont des gros impact players, et d'autres qui sont plus amènent à débuter une rencontre. Donc voilà, je pense que c'est déjà d'être dans les 23, c'est quand même déjà énorme. Et après stratégiquement, on peut se retrouver à pas débuter une rencontre, mais à mieux la finir que notre joueur, quoi. Bon, tu vas pas me donner ta composition d'équipe de Brive à Béziers, mais est-ce que Mathis Ferté, par exemple, sera valide? Mathis Ferté, il a fait une commotion cérébrale au dernier match, donc il ne jouera pas à Béziers le week-end prochain. Bon, ça c'est donc certain. Merci Pierre d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. On te souhaite un bon barrage. On va le vivre bien sûr sur notre antenne vendredi soir. Oui, juste, François, parce que j'en profite. Je suis à l'antenne, comme tu es là, ouais. Et je voudrais avoir le numéro de téléphone du numéro 10 des cas de Bègles-Bordeaux. Ouais, ben écoute. Si c'est possible que tu me l'envoies parce que je trouve qu'il a quelques qualités. Donc. Bon. Voilà, ça me ferait plaisir de le recruter à Brive. D'accord, mais tout à fait. Bah alors là, je dois quand même être transparent vis-à-vis des auditeurs. Là, on parle de mon jeune neveu qui a 15 ans, donc c'est un petit peu tôt, et il est encore très attaché à sa région bordelaise. Mais en tout cas, je te remercie pour le compliment. Et je pense qu'en plus, il y a un match important entre Brive et Bègles-Bordeaux en U16 pour déterminer le qualifié. Il y a une triangulaire en fait à 3 entre Brive, Toulouse et Bègles, effectivement, pour accéder au quart de finale des U16. Ouais, tout à fait, des U16. Donc ça sera à suivre. Oui, donc s'il veut jouer les quarts de finale, il faut qu'il vienne ici. C'est ça. T'as compris. Voilà, on essaie de déstabiliser l'adversaire en direct, mais voilà, mais il y a une très très grosse force mentale du côté du SABBG. Ça, c'est de tout temps. Merci en tout cas, Pierre, d'avoir été avec nous. Mes amitiés profondes, voilà, à Alix aussi et à toute la famille. Voilà, c'était un grand plaisir de t'avoir et on te souhaite vraiment un bon match et voilà, que la saison continue surtout. Voilà, à bientôt en tout cas. Merci Pierre. À très bientôt. Merci sur Sud Radio. Dans un instant, au cœur de la mêlée continue, on va parler de Nice. Nice qui est promu en Pro D2. Voilà, le retour de Nice au premier plan dans le rugby professionnel. C'est vraiment des années de travail. On va en parler dans un instant avec notre invité, le manager du Stade niçois, Alexandre Compan. Restez bien avec nous au cœur de la mêlée, 0826 300 300. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, vous êtes avec nous, c'est le magazine du lundi, le magazine où on parle de toute l'actualité rugby. On a parlé de la semaine de Coupe d'Europe pour Toulouse, la finale de la Champions Cup face au Leinster, le renouveau clermontois, on a parlé de Brive. On ne pouvait pas ne pas parler de Nice, champion de national et promu en Pro D2. Voilà une grosse information, voilà un beau retour. Et pour en parler, le manager du Stade niçois, Alexandre Compan. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors déjà, depuis samedi soir, est-ce que en fait vous avez vu le jour? C'est ça la grande question.
Ouais, bah écoutez, c'est vrai que c'est particulier comme émotion. On essaie de faire en sorte de les vivre le plus longtemps possible. Voilà, donc là, vous voyez, preuve en est, c'est qu'on va rejoindre les joueurs qui nous ont proposé, en tout cas, de partager encore une bière avec eux. Et on sait bien que les joueurs, dans ces moments-là, voilà, ça ne va pas durer qu'une soirée, la soirée de la victoire, mais sur quelques jours, je pense. Donc, on en profite. Yoann Huget, Philippe Spanghero sont bien sûr à mes côtés. Alexandre Compan, c'est quand même le fruit d'un long travail, le retour du Stade niçois dans le rugby professionnel et en tout cas cette accession là aux dépens de Narbonne 39-30 finale de National qui a été une très très belle finale. Parle-nous de tout ça quand même. C'est un long travail. J'imagine qu'il y a de la joie, du soulagement et puis il y a tout le chantier qui va arriver. Ouais, c'est un mélange de tout ça. C'est de la joie, effectivement, du soulagement, de voir ce club, gravir à l'échelon supérieur. On a la Pro D2. C'était vraiment attendu de la part de la ville, les institutionnels, les partenaires qui nous suivent, mais voilà, il y a les actionnaires et puis surtout les supporters et les bénévoles. Non, franchement, c'est aussi du travail, mais c'est aussi de la fatigue, mais comme dans tous les projets. Et aujourd'hui, on est heureux de se voir récompensé. Voilà, ça nous a souri. En tout cas, aujourd'hui, comme tu disais aussi, une finale haletante. Voilà, ça a été un chassé-croisé et le dénouement est en notre faveur. Donc, on est vraiment heureux aujourd'hui. Yoann Huget pour Alexandre Compan, manager du Stade niçois. Ouais, tout d'abord, félicitations parce que ça a été, comme tu viens de le dire, un match engagé avec pas mal de rebondissements et vous avez trouvé où cette force mentale pour renverser à 27-22 ou 29-22 il reste 10 minutes à jouer, je crois. Et là, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, vous vous rendez compte que le match est en train de vous échapper et vous arrivez à reprendre la main dessus. Ça a été incroyable quand même. Ouais, c'est incroyable. T'as tout à fait bien résumé les choses. Il y a même 30-22, on est à -8. Il y a un coup d'envoi qui va direct en touche. Et là, à ce moment-là, on se dit, tu connais, toi, voilà, les mêlées au milieu, en général, tu sais que ça va remettre dans l'avancée facilement Narbonne. Non, franchement, le doute, c'est un peu immiscé dans nos têtes, mais je crois que celle du staff, parce que tu vois que les joueurs ont répondu plutôt par une belle sérénité, ils sont restés focus, connectés. Et puis voilà, ça a toujours été ça, même dans la saison, on a eu des coups de mou, les mecs ont réussi à répondre présent, et comme le disait Pierre juste avant, quoi, c'est une victoire à 23, l'énergie des finisseurs qui nous a permis en tout cas d'inverser la tendance. Donc voilà, une belle force de caractère du groupe. Ouais, et Philippe, bien sûr, pour Alexandre, parce que il y a les festivités. Voilà, on sait que le mercredi, vous allez être fêté par la ville, le maire, le président sera là. Bref, tous les Niçois vont vous fêter sur la promenade des Anglais. Et j'imagine que Philippe aussi, tu as des questions sur l'après. Pas de questions, non, mais c'est vrai que je suis narbonnais, et puis mais honnêtement, si je regarde quand même raisonnablement les choses, Nice est super structuré pour s'imposer et se faire une place dans ce rugby professionnel. D'abord, il y a une vraie volonté de la ville et c'est une ville extrêmement sportive. Je pense quand même qu'il faut rendre hommage au côté politique de la ville qui assume vraiment fortement et qui sera aux côtés du club, ça c'est sûr. Il y a des entreprises qui majeures comme Allianz, je sais pas si Allianz est toujours à vos côtés, mais il y avait une relation très privilégiée avec Allianz. Donc, il y a tout pour faire. En tous les cas, ça fait du bien parce que historiquement quand même, moi je me souviens que je suis issu d'une famille qui racontait quelques anecdotes quand il fallait aller à Nice. On entendait les mouches voler dans le bus apparemment. C'était quand même un déplacement compliqué quand il y a eu la diaspora toulonnaise qui est partie à Nice fin des années 70, années 80. Donc il y a une culture rugby quand même dans cette ville, il y a une histoire. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça parce que c'est vrai que on a envie de voir le rugby se développer aussi encore plus à l'est de Toulon. Mais ça va être intéressant de voir cette organisation du rugby pro se refaire dans le sud-est avec ce qui va se passer aussi du côté de Provence Rugby sur ces prochains matchs et Toulon qui va se retrouver au milieu de deux places qui vont devenir encore plus fortes du rugby français et c'est bien. Ah non, c'est sûr. Franchement, tu l'as dit, il y a eu cette migration toulonnaise à un moment donné. Ils ont connu le haut niveau. Voilà, les valeurs toulonnaises également, qu'on essaie de faire perdurer avec ce caractère. Non, franchement,
tous les gens qui ont connu cette période-là aujourd'hui sont sur un nuage. Ils sont heureux, ils l'attendaient. La ville, alors on sait qu'elle sera à fond derrière. En tout cas, comme tu dis, c'est une ville sportive. C'est quand même 5e ville de France. Il y a de quoi faire. Donc il y a un beau bassin. Voilà. Maintenant, c'était quand même une des premières étapes difficiles, c'était de pouvoir enclencher le pas en montant en Pro D2. C'est fait. C'est génial. Maintenant, oui. Il reste quand même encore d'autres étapes qui sont pas forcément plus faciles. Donc c'est à nous de faire en sorte que ça se passe bien. Est-ce que vous l'aviez entre guillemets anticipé cette montée, parce qu'on dit souvent que la marche est haute entre la Pro D2 et le Top 14, on imagine qu'elle est haute aussi entre la nationale et la Pro D2. Et est-ce que vous l'aviez anticipé notamment en termes de recrutement? Est-ce qu'il va y avoir des renforts? Comment vous vous projetez? Alors avant cette montée, et pour cette saison, on l'avait pas forcément anticipé, ce fait de montée direct, puisqu'on a eu 23-24 nouveaux joueurs, avec en même temps des membres du staff nouveaux. Donc voilà, c'était de se qualifier, en attendant de construire la chose. Bon, voilà, c'est arrivé là, donc très bien, on prend, on va pas cracher dessus. Voilà, là on avait fait un premier recrutement, une première salve sur des profils qui auraient pu nous faire encore évoluer un cran supérieur. Notamment sur des profils qui peuvent jouer aussi bien en National Pro D2. Et là, on s'était laissé la possibilité d'avoir ce recrutement, cette dernière salve, en fonction du niveau auquel on aurait joué. Donc voilà, maintenant qu'on est en Pro D2, on a nos 5-6 recrutements à faire qui seront taillés pour la Pro D2, quoi. Voilà. Et avec Philippe parlait du soutien de la ville, vous avez déjà la garantie que Christian Estrosi et toute son équipe vous suivront. Déjà, vous savez que le budget va augmenter de X% ou pas? Sur ces questions-là, François, voilà, je botte en touche. Ouais. Moi, je vais rester sur ma partie sportive, mais sinon, voilà, il y a notre président, Régis Bandinelli, qui serait plus en mesure d'y répondre. Eh ben, on le joindra bien sûr, bien évidemment. Mais c'est en tout cas. Après, je le dis comme ça, mais il y a quoi faire directeur sportif avec Johan, parce que quand il y a la mer pas loin, et puis ça lui plaît. Donc, il est peut-être prêt à faire un effort financier. Et d'ailleurs, on peut lui offrir un kit avec caleçon, paddle et des bouées s'il a besoin. Voilà, s'il se sent pas bien. Caleçon, paddle. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Merci beaucoup, en tout cas, je prends en considération. Avec plaisir. Voilà. Bon, on vous souhaite en tout cas de belles festivités. Et il faut bien sûr aller boire des coups avec les joueurs quand ils le proposent. Ça c'est quand même bien sûr la base. Et puis belle fête à la Villa Masséna mercredi à Nice. Et vous attendez combien de monde? Enfin, on vous en a parlé déjà. C'est quoi, plusieurs milliers? Comment ça va se passer? Non, c'est une inconnue à Nice. Vous savez, quand je suis arrivé l'année dernière, le public, c'était difficile d'en avoir. Il y a eu une ferveur qui est montée au fur et à mesure des résultats. Là aujourd'hui, il y avait du monde. C'est génial. Nous, on en demande. Donc on n'a aucune visibilité là-dessus, quoi. Bon, en tout cas, profitez, savourez de ce titre de national qui vous assure la promotion en Pro D2 et donc de nouvelles émotions. Merci Alexandre Compan, manager du Stade Niçois. Bonne soirée, belle festivité. À très bientôt sur Sud Radio. On va également remercier toute l'équipe, Quentin Cabanis, Clément Combe, bien sûr, Aude qui était au standard, et puis bien sûr Johan, Philippe, toute l'équipe Sud Radio et les auditeurs. Surtout, merci pour votre fidélité. 0826 300 300. On se retrouve dès jeudi pour les barrages de Pro D2 avec toute l'équipe. À suivre les clés d'une vie. Jacques Pessy, bonne soirée sur Sud Radio.